Par un froid après-midi d'automne parisien d'octobre 2025, le monde du spectacle français était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès soudain de Jean-Luc Reichmann se répandit comme une tornade. À 64 ans, celui qui avait été un symbole de joie à la télévision s'éteignit discrètement d'une crise cardiaque brutale à son domicile de la banlieue de la capitale, où il vivait avec sa compagne Nathalie Lecoultre depuis plus de 20 ans. Sa disparition marqua non seulement la fin d'une carrière illustre, mais aussi un chapitre tragique de sa vie, laissant un vide immense pour les millions de fans qui l'avaient suivi sur le petit écran. Les fans des 12 coups de midi, l'émission qu'il animait depuis 2010 est devenue un phénomène culturel avec plus de 4000 épisodes, sont désormais confrontés à une dure réalité. Fini les rires, fini les énigmes expliquées avec son humour caractéristique. L'héritage de Jean-Luc Reichmann ne se limite pas à des récompenses et des records télévisés, mais aussi à l'image d'un père, d'un mari, d'un ami qui apportait de la joie au quotidien. Il laisse derrière lui 6 enfants, 3 de son premier amour et 3 avec Nathalie, et une famille dévastée par la douleur de la perte. Nathalie, celle qui l'avait soutenu indéfectiblement dans les hauts et les bas, doit désormais porter seule la douleur, les yeux rougis et un sourire forcé sur de rares photos partagées sur les réseaux sociaux. Les obsèques de Jean-Luc Reichmann ont eu lieu le 15 octobre 2025 en l'église Saint-Sulpice de Paris, lieu emblématique qu'il avait choisi pour ses événements caritatifs. Des milliers de fans se sont rassemblés à l'extérieur, formant une marée humaine vêtue de noir, brandissant des posters de lui de ses jeunes années d'animateur radio. L'atmosphère était triste, les cloches de l'église sonnant comme un dernier adieu à un homme qui avait passé sa vie à faire rire. Sa famille était assise au premier rang. Nathalie, le visage pâle, serrant contre elle un bouquet de lys blanc, la fleur préférée de Jean-Luc depuis son enfance à Fontainebleau, aux côtés de ses 6 enfants adultes. Son fils aîné, issu de son premier amour, Simon, ingénieur du son, retenait ses larmes en prononçant l'éloge funèbre, la voix tremblante. « Papa nous a appris non seulement à jouer le jeu, mais aussi à jouer la vie, aussi dure soit-elle. » Les autres enfants, issus de sa relation avec Nathalie, Emma, Louis et Sophie, s'embrassaient et pleuraient, se remémorant les soirées familiales autour de la table, où Jean-Luc racontait des blagues depuis le studio pour se détendre après une longue journée. Nathalie, la belle Suissesse rencontrée en 2001 lors d'une soirée caritative, était assise en silence, les mains tremblantes, tenant leur photo de mariage non officielle, une cérémonie privée au bord du lac Léman. Elle murmura aux journalistes après la cérémonie « Il était ma lumière, et maintenant cette obscurité est trop lourde. » La scène des funérailles fut non seulement un moment de larmes, mais aussi de douloureux souvenirs de son parcours. Des collègues de TF1 comme Patrick Sabatier et Cyril Ferraud se sont relayés sur scène pour partager leurs souvenirs. Sabatier a raconté leur première émission de radio ensemble en 1945, alors que Jean-Luc était un jeune Toulousain passionné. Ferraud se souvient des répétitions tardives des 12 coups de midi, où Jean-Luc quittait toujours le studio en dernier, peaufinant le scénario jusque tard dans la nuit pour que tout soit parfait. Les fans à l'extérieur ont chanté le thème de l'émission, une mélodie joyeuse qui sonne aujourd'hui comme une complainte, rappelant son héritage. Plus de 10 millions de téléspectateurs fidèles, des centaines de gagnants de gros lots et une génération de jeunes qui ont appris la valeur de la persévérance grâce à ces énigmes. Mais la plus grande douleur est venue à sa famille, qui a assisté à sa mort dans son moment le plus paisible, alors qu'il se reposait après une journée de tournage épuisante. Nathalie confiera plus tard au magazine Paris Match, lors d'une rare interview, que le moment où elle l'avait découvert allongé, immobile, sur le canapé, tenant encore un livre d'histoire de France, sa passion secrète, était devenu une obsession qui la hanterait toute sa vie.
Nous avons vécu ensemble pendant plus de 20 ans sans une seule plainte. Et maintenant, il est parti, me laissant les plus beaux, mais aussi les plus douloureux souvenirs. Les funérailles se sont conclues par une minute de silence national à la télévision française, les chaînes s'arrêtant sur pause pour rendre hommage à l'homme qui a fait de la télévision un élément essentiel de la culture française. Ce fut une immense tristesse, des funérailles déchirantes qui ont non seulement clos le dernier chapitre de l'histoire de Jean-Luc, mais ont aussi soulevé des questions sur la fragilité de la vie, même pour les stars éternelles. Le deuil de la famille ne s'est pas terminé avec les funérailles. Dans les semaines qui ont suivi, Nathalie et ses enfants ont dû faire face à un flot de visiteurs, des stars hollywoodiennes ayant collaboré avec lui sur la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, aux simples fans qui lui ont envoyé des lettres manuscrites du monde entier. La plus jeune fille de Nathalie, Emma, étudiante en art à la Sorbonne, a partagé sur Instagram « Papa m'a appris que la vie est un grand jeu, et maintenant je dois apprendre à la jouer sans lui. » Louis, le fils musicien, a composé un hommage dont les paroles faisaient écho aux après-midi qu'il passait à lui apprendre la guitare au bord du lac près de chez eux. Sophie, qui avait hérité de la passion de son père pour le théâtre, a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour être auprès de sa mère et aider Nathalie à gérer son héritage, de sa collection de livres anciens à l'association qu'il avait créée pour les enfants défavorisés de Fontainebleau. Les scènes d'enterrement, immortalisées par l'objectif des photographes, sont devenues emblématiques. Nathalie sort de l'église, voilée de deuil, la main sur l'épaule de Simon, tandis que la foule applaudit doucement en signe de gratitude. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un héritage qui perdure. Pourtant, la douleur de voir partir un être cher, surtout un père, un mari qui a toujours protégé la famille, est une blessure qui ne guérit jamais. Des millions de fans, des femmes au foyer d'âge mûr qui se souvenaient de lui à la radio dans les années 80, à la jeune génération qui le connaissait grâce à des clips humoristiques sur TikTok, ont ressenti cette perte. Jean-Luc Reichmann était parti, mais son rire résonnait encore, rappelant que même les étoiles s'éteignent parfois, laissant dans l'obscurité ceux qui les aimaient. Tout au long de ces 6 décennies de carrière, Jean-Luc Reichmann a dissimulé la plus profonde tristesse de sa vie. La mort subite de son frère aîné, Pierre, en 1998, d'un cancer du poumon en phase terminale. Pierre est né d'une famille de 4 enfants, né à Toulouse, où son père, gérant d'un supermarché local, et sa mère, institutrice aimante, étaient non seulement un frère biologique, mais aussi un compagnon et un mentor qui a façonné le parcours artistique de Jean-Luc. Pianiste talentueux, Pierre fut le premier à déceler le talent de son cadet pour l'accueil, alors qu'ils étaient tous deux des enfants turbulents à Fontainebleau, où la famille s'installa en 1905 en quête de meilleures perspectives. Les après-midi d'été au bord de la Seine, Pierre apprit à Jean-Luc à raconter des histoires en musique, transformant des blagues maladroites en monologues captivants. Il était mon inspiration, celui qui m'a fait croire que je pouvais me tenir devant un public sans trembler, confiait Jean-Luc, lors d'une rare interview accordée à Europe 1 en 2015, la voix brisée à l'évocation de ce souvenir. La tristesse explosa en juin 1998, lorsque Pierre, alors âgé de 42 ans, reçut un diagnostic de cancer 3 mois seulement avant sa mort. Jean-Luc, au sommet de sa carrière radiophonique avec l'émission Exit 89 sur NRJ, annula une série d'émissions pour rejoindre son frère à l'hôpital Cochin à Paris. Ces derniers jours furent un enfer pour lui. Il vit Pierre, autrefois un leader fort malgré ses premiers échecs, étendu impuissant sur un lit d'hôpital, la respiration faible et accompagné de toux sèche. Assis au chevet de son frère, Jean-Luc lui tenait la main et se remémorait de vieux souvenirs, de leur première partie de pêche en Bretagne à leur récital de piano lors d'une fête locale en 1978. « Je promets de veiller sur maman, de veiller sur tout le monde », murmura Pierre dans ses derniers instants de lucidité,
une promesse qui pesa lourdement sur les épaules de Jean-Luc pendant des années. La mort de Pierre laissa non seulement un vide dans la famille, mais aussi une profonde peur de la perte qui poussa Jean-Luc à se consacrer à la construction d'un héritage familial. Il a commencé à passer plus de temps avec ses 6 enfants, faisant des voyages annuels à Fontainebleau pour raconter des histoires sur son oncle Pierre, son héros méconnu. À y regarder de plus près, cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un choc qui a façonné la personnalité de Jean-Luc. Avant 1998, artiste joyeux, il cachait toujours ses inquiétudes derrière un sourire. Par la suite, il est devenu plus réfléchi, participant régulièrement à des actions caritatives contre le cancer et reversant des millions d'euros des recettes de son spectacle à la Société française contre le cancer. Dans son autobiographie de 2012, Et si on parlait de moi, il écrit « Perdre mon frère, c'était comme perdre une partie de mon âme. Cela m'a appris que la vie n'est pas toujours un jeu, parfois un jeu qu'on ne peut pas gagner. » Cette tristesse a imprégné son œuvre. Dans Les 12 coups de midi, il a souvent consacré des moments privilégiés à rendre hommage aux candidats victimes du cancer, leur offrant une double récompense en guise d'expiation pour ce qu'il n'avait pas pu faire pour Pierre. Sa compagne, Nathalie Lecoultre, a confié lors d'une interview accordée à Gala en 2020. Cette douleur l'a poussé à serrer sa famille plus fort, mais lui a aussi fait tellement peur de la séparation qu'il en a parfois eu du mal à dormir. Pour les fans, la plus grande tristesse de Jean-Luc était un secret gardé pendant 2 décennies, révélé uniquement lors de moments d'émotion à l'antenne, comme lorsqu'il s'est arrêté en plein milieu d'une émission en 2018 pour essuyer des larmes après qu'un candidat a annoncé le décès d'un proche des suites d'une maladie. Une tristesse qui ne s'est jamais estompée, une cicatrice invisible qui a rendu cet homme toujours souriant, plus humain que jamais, un rappel que derrière les projecteurs se cachait un cœur brisé. Cette tristesse s'est également étendue à toute la famille. Sa mère, Marie Reichmann, une Française d'origine alsacienne passionnée d'éducation, a été dévastée par la mort de Pierre et Jean-Luc est devenu son soutien, l'emmenant fréquemment en voyage pour apaiser son chagrin. Ses jeunes frères et sœurs, François, homme d'affaires à Lyon, et Anne, enseignante à Marseille, trouvaient également du réconfort en lui, organisant des rassemblements annuels pour se souvenir de Pierre à travers ses morceaux de piano préférés. Lors d'une émission spéciale des 12 coups de midi en 2008, pour le 10e anniversaire de sa mort, Jean-Luc invita des pianistes à se produire, et le public put le voir ravailler ses larmes en applaudissant. Psychologiquement, cette tristesse était la source de la force intérieure de Jean-Luc. Elle le poussait à rechercher la perfection dans son travail, afin de compenser ce qu'il ressentait comme un manque chez son frère. Des millions de fans, sur des forums comme Reddit et Twitter, évoquent souvent la tristesse cachée de Reichmann, la considérant comme l'élément qui fait de lui une icône proche. Autrement dit, la plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc n'est pas l'échec professionnel ou le scandale, mais la perte éternelle de son frère, un vide qu'il combla en riant pour le monde, mais qu'il ne parvint jamais à combler pour lui-même. L'accident fatal qui a bouleversé la vie de Jean-Luc Reichmann s'est produit par un show après-midi d'été de juillet 1984 sur la Nationale 7 reliant Paris à Toulouse. À l'époque, il avait 23 ans, un jeune homme ambitieux dans le monde de la radio, au guidon de sa Yamaha 750 à 90 km/h, les cheveux au vent, et portait en lui le rêve de devenir une star. Il rentrait chez lui pour rendre visite à sa famille après une semaine d'émissions épuisantes sur Europe 2, où il venait de signer son premier contrat de DJ. Soudain, une Renault 5 a débouché d'une route secondaire sans céder le passage, le percutant de plein fouet avec une force terrifiante. Jean-Luc a été projeté à plus de 20 mètres, sa moto a percuté un tas de ferrailles et il gisait inconscient sur l'asphalte brûlant, saignant d'une blessure à la tête et d'une jambe cassée.
Des témoins ont décrit la scène comme sortie tout droit d'un mauvais film d'action. Le bruit des métaux qui s'entrechoquent, puis le silence, à l'exception du hurlement lointain d'une sirène d'ambulance. Il a été transporté à l'hôpital de la Timone à Marseille dans un état critique, avec de multiples blessures, un fémur cassé, un traumatisme crânien léger et de graves blessures internes ayant nécessité 6 heures d'intervention chirurgicale en urgence.